Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors vous savez, la décision annoncée en juin dernier par l'Open Society Foundation, la fondation de George Soros, de se retirer de Bruxelles après 4 décennies d'investissement dans la société civile européenne, a suscité des préoccupations parmi les organisations non gouvernementales, les ONG, que la fondation engrossait d'argent depuis des années. Cette fondation occupait une place unique en contribuant chaque année à soutenir un éventail d'ONG distribuant plus de 186 millions d'euros dans toute l'Union européenne. Alors pour de nombreuses ONG, cette nouvelle a été un véritable choc. L'OSF, donc l'Open Society Foundation, se réoriente désormais vers des financements à destination de l'Ukraine, de la Moldavie, des Balkans et pour la situation des Roms. Alors de plus, la Fondation prévoit une réduction significative de ses effectifs dans le but de garantir que les ressources financières soient dirigées là où elles sont le plus nécessaires. Alors pourquoi l'Open Society Foundation s'est coupée de l'Union européenne? Est-ce une bonne nouvelle pour les institutions européennes? En tout cas, je pense que c'est une bonne nouvelle pour notre invité ce matin qui est Gregor Pupink. Bonjour Gregor Pupink. Bonjour à vous, bonjour Corentin. Alors, nos auditeurs vous connaissent, mais vous êtes juriste essayiste français, directeur donc, du groupe de réflexion chrétien ECLJ, Europe Center for Law and Justice. Alors, vous êtes déjà venu dans notre radio pour parler de un rapport qui avait fait grand bruit, ce rapport où vous dénonciez donc, avec l'ECLJ donc, un vaste système d'influence au sein du Conseil de l'Europe. Vous aviez découvert à la suite de la lecture du rapport financier du Conseil d'Europe que les deux plus gros donateurs de l'UE étaient, les deux plus gros donateurs privés étaient donc l'Open Society de George Soros et puis donc Microsoft donc de Bill Gates. Ces révélations allaient dans le même sens que d'autres révélations que vous aviez faites alarmantes en 2020 et dans lesquelles vous dénonciez à ce moment-là qu'une grosse proportion des juges de la CEDH faisaient partie de la galaxie Soros et de son Open Society Foundation. Alors vous expliquiez que sur 100 juges, 22 avaient des liens directs avec l'une des 7 ONG fondées ou financées par George Soros. Alors première question, Grégoire Pupink, je voulais vous demander quel était l'impact véritablement de l'Open Society Foundation sur les institutions européennes avant de se retirer donc, de l'Union européenne pour cette année. Alors oui, bon, l'impact est considérable. Il faut bien comprendre que l'Open Society investit des sommes énormes, enfin des centaines de millions de dollars depuis maintenant des dizaines d'années, aussi bien dans la presse, dans les médias, auprès des partis politiques, mais surtout dans des ONG, sur des associations de militants qui sont présents largement en Europe. Alors l'Open Society, historiquement, investit surtout, il a toujours principalement investi en Europe de l'Est. C'est-à-dire que si on regarde le continent européen en grand, il est évidemment beaucoup plus intéressant d'investir dans des petits pays que dans des grands. Donc les principaux centres de l'Open Society sont historiquement en Europe centrale, Europe de l'Est. Donc effectivement la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, les Balkans. Et puis les pays également, Lettonie, Lituanie, et c'est depuis ces petits pays que l'Open Society, on va dire, exerce une influence considérable au sein de l'Europe. Parce que c'est très simple, avec l'exemple de l'Albanie, l'Open Society a investi 130 millions de dollars en Albanie. L'Albanie compte seulement 3 millions d'habitants. Donc vous imaginez ce qu'on peut obtenir comme résultat politique. Effectivement, l'Open Society est parvenu à soutenir un changement de régime en Albanie, à soutenir le gouvernement Rama actuellement au pouvoir, et ensuite à exercer, grâce à ses soutiens, une influence politique. Donc l'Open Society, c'est une machine financière d'influence politique qui va principalement viser des pays vulnérables, donc petits, influençables, pauvres, qui ont besoin de réformes, qui ont besoin, du point de vue de l'Open Society, d'être libéralisés, d'être alignés sur la culture occidentale. Le but final de l'Open Society en termes politiques, on va dire, c'est le développement de la pensée, de la société moderne ou postmoderne, comme on peut l'appeler, libérale, liquide, une société effectivement un petit peu à l'image de ce qu'on peut voir en France aujourd'hui,
avec sans frontières, immigrationniste, etc. Également au plan des valeurs morales sur l'avortement ou d'autres sujets. Oui, justement, donc c'est la fondation de George Soros et il y a une idéologie Soros qu'on peut dire progressiste, woke, immigrationniste, libérale, donc qu'il veut vraiment propager dans l'Europe de l'Est qui pour lui est en retard sur ces questions. Exactement, pour lui, en fait, je pense qu'il fait un bon choix au plan économique parce que la France, que voulez-vous, c'est pas tellement la peine d'investir en France pour la rendre plus immigrationniste parce que le résultat est déjà fait. En France, on parle déjà de faire de l'avortement un droit fondamental, donc les résultats sont déjà atteints. La culture woke est déjà bien présente. L'Open Society, effectivement, voit bien et a bien compris que le débat politique, le combat politique aujourd'hui, il est en Europe centrale. Et tout le monde le voit, tout le monde le sait. L'enjeu est de savoir si la Pologne va tomber ou non aux prochaines élections et dans les prochaines années. Quand on dit tomber, ça veut dire est-ce qu'elle va passer culturellement dans le camp libéral occidental. Pour ce résultat, l'Open Society investit massivement dans la presse en Pologne, achète de grands journaux dans le but d'opérer une révolution politique puis culturelle, parce que la Pologne sera un acteur, et déjà un acteur majeur au plan économique et géopolitique européen. Donc il y a à la fois une vision culturelle, une vision géopolitique, et c'est aussi la géopolitique qui explique l'investissement important de l'Open Society dans les Balkans. Parce que ce sont aussi des pays, ce sont encore des pays vulnérables, des pays assez pauvres, mais qui ont une situation politique, géopolitique essentielle. Et donc, pouvoir investir dans ces pays, c'est également extrêmement stratégique. Alors, pourquoi elle s'est aussi, l'Open Society, et pourquoi elle s'est retirée de Bruxelles, de l'Union européenne? Parce que dans différents rapports, Grégoire Pink, vous avez expliqué que donc l'Open Society Foundation avait une grande influence, en tout cas dans les institutions européennes. Donc, pourquoi partir à ce moment-là? Alors, je pense que alors d'abord, il ne parle pas complètement. Il y a deux types d'institutions européennes, il y a celle de Strasbourg et celle de Bruxelles. Celle de Strasbourg, c'est le Conseil de l'Europe, qui comprend également tous les pays d'Europe centrale et les Balkans, la Lettonie, la Lituanie également. Donc là, l'Open Society est toujours bien présente dans le Conseil de l'Europe, dans les pays membres du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme. Par contre, s'agissant de l'Europe occidentale, l'Europe des 27, l'Europe de Bruxelles, qui est davantage occidentale, eh bien oui, effectivement, l'Open Society se retire. Ils n'ont pas donné de motifs. On peut penser qu'il y a peut-être des motifs économiques. Il est vrai qu'en fait, vous n'avez pas le même résultat, la même efficacité en investissant 10 millions d'euros en France et 10 millions d'euros en Bulgarie. Vous avez évidemment des résultats très différents. Donc, je pense qu'il y a un calcul politique. Il y a aussi, d'après eux, l'idée qu'ils ont déjà atteint leurs objectifs en Europe occidentale. Ça, je pense que c'est un petit peu un prétexte, mais je comprends très bien à leur place que ils voient très bien où est la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est la Pologne, c'est l'Ukraine, ce sont les Balkans. Et donc, c'est là qu'ils vont investir massivement. Ils investissent massivement en Pologne. Donc, on peut pas du tout parler d'un retrait de l'Open Society. D'ailleurs, Alexandre Soros, donc, qui a pris la suite de son père, a publié un article fin août en disant non, nous ne nous retirons pas d'Europe. Nous concentrons nos efforts en Ukraine, en Pologne, etc. En Ukraine, en Moldavie, au Balkan et sur la situation des Roms. Oui, c'est ça. Mais justement, on dit aussi notamment que c'est parce que l'UE est, je cite, infestée par le nationalisme. Alors, est-ce que ça serait à cause de ça, justement, qu'ils sont partis, ou alors c'est vraiment dans une optique de dire on se focalise sur l'Europe de l'Est? Oh, je pense qu'il faudrait en fait aussi voir les aspects financiers. C'est-à-dire qu'il y a aussi quand même une institution qui est là. Donc une fondation n'a pas tous les ans autant d'argent. Donc certes, il y a un changement de direction, donc aussi un changement peut-être d'orientation. Ça, c'est visible par le passage du père au fils. Mais il peut y avoir des considérations purement économiques qui font qu'il faut repenser les dépenses. Il est vrai que les dépenses à Bruxelles, avoir un bureau à Bruxelles avec du personnel coûte cher, c'est beaucoup plus cher qu'en Europe de l'Est. Et justement, qu'est-ce que ça va changer finalement, ce retrait donc de l'Open Society Foundation de George Soros de Bruxelles, parce que vous l'aviez dénoncé, hein, c'est l'influence donc de cette société sur l'Union européenne. Pour vous, c'est une bonne nouvelle.
Oui, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Ça montre déjà, ça montre une chose, c'est que ces grandes fondations, ces grandes organisations ultralibérales sont largement hors sol. Mhm. Il faut savoir comparer en fait entre les différentes fondations. Il y a donc des fondations qui reposent que sur la générosité ou la volonté de quelques milliardaires, et donc l'Open Society a eu jusqu'à présent un prestige considérable en raison uniquement de sa puissance financière. Et donc, elle repose finalement sur la volonté d'une seule personne qui peut partir du jour au lendemain. Et donc, ces gens-là qui prétendent être la société civile, ils créent des organisations qui s'appellent sociétés civiles et qui sont en fait financées par une seule personne et qui ne dépendent que de sa volonté. Mm. Donc, il y a bien une forme de privatisation, de capture, même d'achat de la société civile. Et ces organisations vont éclipser les véritables associations de la société civile qui, elles, reposent sur des milliers de donateurs. Nous, par exemple, le CLJ, nous sommes financés par des milliers de donateurs. Donc, nous ne risquons pas de subir le même sort que l'Open Society, parce que nous avons un ancrage dans la population. C'est le cas de nombreuses autres organisations qui ont un ancrage dans la population, mais voilà. Donc, on voit bien la différence de nature entre ces organisations artificielles comme celle de Gates, financées par Gates, Ford ou Soros, et les organisations qui représentent vraiment la société, mais qui, parce qu'elles sont moins riches, sont moins influentes. Donc, quel effet à l'avenir? Je pense que ça, on pourra le mesurer. J'avoue que moi, je ne suis pas complètement rassuré. C'est une bonne nouvelle, certes, mais je ne pense pas que ces effets soient si déterminants parce que ces gens-là vont continuer d'agir. Il faudra surveiller les financements accordés par l'Union européenne parce que ces organisations jusqu'à aujourd'hui financées par l'Open Society vont se retourner vers Bruxelles, vers l'UE, vers la Commission pour demander des financements. Donc voilà, donc le combat continue. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. On peut aussi dire, malgré tout, c'est je pense un fruit du travail que nous avons fait avec d'autres, c'est que nous avons quand même montré l'influence de l'Open Society, l'influence de ces grandes fondations. Et aujourd'hui, en termes de réputation, de certaine manière, il suffit auprès d'institutions internationales ou dans les médias de dire, de montrer que telle association ONG est financée par l'Open Society pour lui faire rabaisser finalement sa crédibilité. Donc on peut dire que l'Open Society et M. Soros sont devenus un peu radioactifs dans les médias, un plus infréquentables qu'autrefois, un peu problématiques. Pendant 30 ans, ils ont pu agir auprès des institutions sans être trop repérés, mais maintenant, vraiment, depuis 5 ou 6 ans, ils ont vraiment été repérés comme étant des acteurs non démocratiques, des acteurs qui agissent uniquement grâce à la puissance de l'argent pour porter une idéologie qui n'est pas partagée par le peuple. Le but de l'organisation, c'est bien d'influencer des peuples entiers, que ce soit la Pologne ou la Hongrie. Oui, d'influencer avec une idéologie très libérale, très woke, très progressiste. Donc, ce que vous nous dites, Grégoire Puping, c'est qu'à la fois, donc, cette Open Society Foundation s'est désengagée de l'UE, notamment grâce, en partie, à vos travaux donc de démocratisation, en tout cas de révéler au public qui sont véritablement ces fondations soi-disant ouvertes. Alors ouvertes pour qui voilà, on ne sait jamais vraiment. L'Open Society Foundation, puis les fondations Gate, qui sont en fait des fondations supranationales qui permettent de court-circuiter le système démocratique. Donc c'est en partie grâce à vous, en partie grâce à vos révélations sur ces fondations, que l'Open Society Foundation a décidé de se retirer de l'UE? Je pense qu'en tout cas, je ne veux pas du tout m'attribuer aucun mérite pour ça, mais je pense que maintenant, effectivement, l'Open Society et la Galaxy Soros sont largement devenus, ont un problème de réputation. Ils ont maintenant un problème de réputation en Europe. On les a exposés publiquement, on a montré leurs méthodes. Et aujourd'hui, pour eux, investir en Europe, c'est toujours s'exposer finalement à la critique, une critique démocratique pour le coup. Et là, on le voit bien. D'un côté, vous avez des personnes, des médias, des associations issues de la population qui essayent de se défendre contre l'influence
de groupes qui ne reposent que sur l'argent d'un milliardaire et qui sont employés pour promouvoir, pour développer son idéologie. On voit bien qu'il y a là une vraie opposition entre une espèce de volonté d'un mania face à la résistance de population. C'est très clair en Europe centrale, en Hongrie. Le combat est très fort aujourd'hui en Pologne. Je répète, ce sera la Pologne qui sera le pays, effectivement, qui est déjà le pays essentiel aujourd'hui de ce combat. Ce sera aussi le cas dans les Balkans. En tout cas, l'Open Society ne se retire pas de l'Europe. Ils vont continuer à agir, en particulier dans les petits pays. C'est uniquement, effectivement, peut-être en France, certains grands journaux de gauche qui vont perdre quelques millions, mais ils iront frapper à d'autres portes, je n'en doute pas. Oui, parce qu'il y a donc d'autres fondations, vous l'avez dit, dans un rapport, vous expliquez que un rapport financier du Conseil de l'Europe les deux plus gros donateurs privés, ce sont donc l'Open Society de George Soros, ça va évidemment changer, et Microsoft de Bill Gates. Alors, pour le coup, Bill Gates, Microsoft, et puis Bill Gates qui est aussi une fondation, quelle est l'idéologie qu'il y a derrière la fondation de Bill Gates, et quel est véritablement son impact sur l'Union européenne, et est-ce que vous allez continuer justement à dénoncer ce qu'on disait, ce court-circuitage démocratique ? Oui, alors en fait, il y a dans le monde, maintenant, faut dire les choses simplement. Aux États-Unis, il y a un certain nombre de grandes fondations privées qui ont été instituées par des milliardaires. Au plan historique, il y a eu et il y a toujours la fondation Rockefeller, puis la fondation Ford, puis on peut dire maintenant en termes d'importance la fondation Gates, la fondation Open Society Soros, et puis il y en a quelques autres encore, Hewlett Packard. Et puis des Singing Trust, etc. Donc voilà, des familles, des milliardaires qui créent des fondations pour développer, pour soutenir de certaines causes. Ce qu'il y a en commun dans ces fondations américaines, c'est une vision toujours globale, une vision mondiale de la société, parce que ce sont des fondations qui sont instituées à partir d'industries de taille mondiale, de taille globale. Et ce sont des fondations qui, d'une certaine manière, veulent étendre le modèle américain au reste du monde. Et voilà. Alors historiquement, ces fondations se sont un petit peu répartis les rôles. La fondation Gates est principalement active dans le domaine de la santé. Et donc c'est elle, comme vous le savez certainement, qui finance largement l'OMS et qui a une influence considérable à l'OMS. Et ce sera là l'objet de notre prochain rapport. On vous réinvitera. Ça, je vous donne une nouvelle. L'OMS et en particulier le programme de l'OMS relatif au contrôle démographique. Il y a à l'OMS un programme sur le contrôle démographique et c'est ce programme que nous avons décortiqué et que nous exposerons bientôt dans son fonctionnement. Ensuite, la fondation Ford, par exemple, c'est plus le financement des Nations Unies, des institutions internationales. Et la fondation Open Society, c'est vraiment l'idéologie progressiste, l'action politique. Si on veut donner un exemple, pour finir peut-être de l'Open Society, ses succès, 130 millions de dollars investis en Albanie pour permettre l'arrivée au pouvoir du gouvernement Rama. Une fois Rama au pouvoir, eh bien l'Open Society investit considérablement et agit considérablement pour renforcer le pouvoir de Rama et œuvrer de certaine manière à la transition libérale du gouvernement, puis élection de juges à la CEDH issus de l'Open Society, etc. Donc vous avez vraiment à chaque fois des écosystèmes qui sont mis en place dans ces petits pays grâce à cet investissement qui est considérable. Et qui est et un investissement en plus qui est pervers parce que c'est toujours dans une optique, en tout cas montré comme une optique philanthropique. Merci Gregor Pupinck pour ces analyses. On vous réinvitera évidemment après ce rapport sur l'OMS. Je rappelle que vous êtes juriste, essayiste français. Je rappelle le titre d'un de vos livres, Les droits de l'homme dénaturés aux éditions du CERF, et puis que vous êtes directeur du groupe de réflexion chrétien, le CLJ. Merci à vous et à très vite.